Bonjour à tous chers amis, good morning everyone, good afternoon, good evening, je vous espère en pleine forme. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est de revoir la base pour l'ordre des mots et 5 bases pour les adjectifs, les noms, les pronoms, les verbes et les adverbes. Alors rassurez-vous, il n'y aura pas 50 000 termes académiques, pas de théorie, on passe tout de suite au concret. L'ordre des mots, c'est simple, c'est comment vous placez vos mots dans la phrase pour faire une phrase que les gens comprennent lorsque vous exprimez, soit à l'écrit ou lorsque vous parlez. Évidemment, si vous mettez les mots n'importe comment parce que vous ne savez pas trop, on aura soit du mal à comprendre dans le meilleur des cas, soit qu'est-ce qui va se passer? La personne elle va vous regarder les yeux écarquillés et là, vous êtes un peu coincé. Donc le but du jeu, c'est vraiment de revoir les bases et que vous puissiez soit solidifier vos connaissances si vous avez déjà un bon niveau sur cette thématique-là, soit construire les fondamentaux tout de suite. Donc première chose, commençons par nos verbes, chers amis. Un verbe, il va décrire une action, soit une action que le sujet fait, soit une action que le sujet subit. Ok, regardez, j'ai été payé ce mois, c'est pas moi qui ai fait l'action, mais par contre j'ai subi l'action, c'est plutôt pas mal, j'ai été payé, j'ai reçu l'argent. Si je dis je te paye ce mois, c'est moi qui fais l'action. D'accord? Donc ça, c'est un verbe. Et le verbe, il se met souvent au milieu de la phrase. Alors au milieu, c'est imprécis, mais regardez. La structure de base que vous devez toujours retenir, c'est SVO, ok? Ou SVC. Moi, j'aime bien SVC, je vous l'ai souvent décrit en SVC. Sujet, verbe, complément. Et d'ailleurs, si vous avez des soucis au niveau de l'anglais, si vous sentez que vous n'êtes pas au top au niveau de l'expression, limitez-vous toujours à des phrases en SVC. Sujet, verbe, complément et donc point. Au lieu de faire des phrases avec des subordonnés du type that, I think that it is not possible. Okay, I think, it is hard, it is difficult. Okay, vous simplifiez les choses comme ça. Là, j'ai pris volontairement des phrases pas très complexes. Mais c'était une digression que je voulais faire parce qu'elle est extrêmement importante. Ok? Donc, votre verbe, vous l'avez en plein milieu de la phrase. C'est vraiment non pas le pivot, mais le point central de vos phrases généralement. Mais ça, c'est pour une affirmation. Pour une question, là, on tombe sur le schéma ASV. Donc, auxiliaire, sujet, verbe. Auxiliary, subject, verb. Et évidemment, le point d'interrogation. Et là, vous avez un point. Ne l'oubliez surtout pas. Et vous commencez votre affirmation, votre question toujours par une majuscule. Je sais que ça fait vraiment prof quand je dis ça. Mais il y a une chose que je sais aussi, c'est que si vous ne mettez pas des points à la fin de vos phrases, si vous ne mettez pas des majuscules au bon endroit, si vous ne mettez pas des majuscules en début de phrase, ça va avoir un effet désastreux la plupart du temps sur votre interlocuteur. Surtout si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas trop ou en tout cas, dans le monde professionnel. Et c'est exactement la même chose en français. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est plutôt brillant mais qui fait 3 fautes d'orthographe à toutes les phrases. Ça peut détruire sa crédibilité professionnelle. Et c'est vraiment dommage parce que c'est quelque chose qui peut s'améliorer. Faut surtout pas que ça soit stigmatisant. L'idée ici, c'est pas vous dire vous êtes nul si vous faites ça. Pas du tout. L'idée ici, c'est de vous dire attention, si vous faites cette faute ou si vous pensez que vous les faites, maintenant, prêtez attention et prenez des automatismes. Alors évidemment, pour certains personnages plus ou moins réels, l'ordre des mots ne marche pas et c'est là où on se rend compte que c'est bizarre. Parce que regardez, merveilleuse intelligence que celle d'un enfant ou un enfant a une merveilleuse intelligence. Donc, un enfant a une merveilleuse intelligence. On est dans une affirmation SVC. Donc, le sujet, c'est a child. Verbe has. OK? Oh, sorry. The mind of a child. Sujet is. Verbe, complément, truly wonderful, ok? The mind of a child, sujet, is, verbe, truly wonderful. Et Maître Yoda, le coquin, c'est truly wonderful, the mind of a child is. Vraiment merveilleux, l'esprit d'un enfant est. Alors, si vous ne voyez pas qui est Maître Yoda,
je vous invite à faire une petite recherche dans Google. Vous aurez une surprise. Il est tout petit, pas très beau. Vous êtes prévenus. Et autre chose pour laquelle je tiens à vous prévenir, c'est que vous pouvez bien évidemment récupérer toutes les diapositives de cette vidéo et faire le quiz d'application pour voir si vous placez bien les mots dans une phrase en anglais correctement en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur tablette ou sur mobile. Si vous êtes sur ordinateur, ça se passe ici pour récupérer les diapos et faire le quiz d'application. Chers amis, on vous fait vraiment des vidéos qui sont le plus complètes possible. En tout cas, on essaye pour que vous puissiez évidemment progresser. Donc après, en ce qui concerne les noms, alors un nom tout seul, bon, il n'y a pas de placement particulier auquel il faudrait penser, dans le sens, ça va être plutôt, est-ce que je vais le mettre après le verbe, est-ce que je vais le mettre avant le verbe? Alors si c'est le sujet, on le met avant le verbe, si c'est le complément, on le met après le verbe. Mais parfois, vous avez des noms composés, d'accord? Ou vous avez des compléments du nom. Par exemple, la maison de Henri. En anglais, le toit de la maison. Une tasse de café. Mais attends, une tasse à thé. Une tasse de thé et une tasse à thé. Alors, comment ça se passe justement? On va voir ça en anglais. Donc, lorsque vous avez deux noms qui sont séparés par la préposition non pas of, mais of, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un nom qui va qualifier le second. Regardez, the roof, c'est le toit de manière générale, mais laquelle toit? De la maison, of the house. Donc, of et ce qui est derrière the house va servir à qualifier, donc, j'aime pas trop le mot qualifier parce que je trouve que c'est un peu vague, à préciser, ok, le nom roof, ok, donc roof, c'est votre nom principal. Vous connaissez peut-être la chanson The roof, the roof, the roof is on fire. Vous pouvez le retenir comme ça. To be on fire, être en feu à la fois au sens figuré et au sens propre, chers amis. To be on fire. Today I am on fire. So, a cup of tea. So, a cup. Une tasse de quoi? De thé. Mais attention, et teacup, en un seul mot, c'est une tasse à thé. Donc là, c'est une tasse qui sert pour le thé. Donc, c'est la fonction. C'est en un seul mot. Et une tasse de thé, c'est une tasse dans laquelle, donc qui contient du thé. Vous voyez, c'est subtil. Ça, c'est la fonction et ça, c'est ce qui est contenu. A cup of coffee. A glass of champagne. Une coupe de champagne qui contient du champagne. OK? Vous allez me dire comment je le sais exactement parce que c'est quand même subtil comme différence. En fait, on va le voir, ça se fait beaucoup avec la pratique, la différence entre teacup et a cup of tea. OK? Mais parfois, là, vous voyez, ce sont deux choses inanimées par nature, le toit et la maison. Mais lorsque vous avez des personnes qui sont incluses dans le chien de Henri, par exemple, d'accord, dans ses noms et ses compléments du nom, qu'est-ce qui se passe? On va utiliser la marque de la possession. Ce que vous retrouvez sous nom de génitif, en fait, c'est un dérivé de l'anglais ancien, pour vraiment simplifier, qui venait de l'allemand. Et vous savez qu'en allemand, vous avez des déclinaisons. Donc, il y a des petits restes qui, au fil des siècles, n'ont pas complètement disparu et qui sont un héritage en fait de l'ancien système des déclinaisons que vous aviez dans l'anglais il y a de ça beaucoup et plusieurs siècles. The my sister's house, vraiment pour faire simple. Donc la maison de ma sœur. Donc vous voyez que c'est inversé. Le toit de la maison de ma sœur. Le toit de la maison, donc house, c'est comme en français, c'est à la fin, à droite. Et my sister's house, c'est le contraire. La maison de ma sœur, my sister's house. On met le propriétaire toujours en premier. OK? My sister's dog. OK? Donc le nom qui qualifie, qui précise le nom principal, il est en première position. Et après, vous avez votre S et vous mettez le nom
qui est qualifié, c'est-à-dire ce qui est pour le coup possédé ici. John's car. Ok, la voiture de John. Donc ça, c'est pour l'ordre des mots concernant les noms, chers amis. Continuons, comme à notre habitude, dans la joie et la bonne humeur. Alors, j'ai un peu vendu la mèche parce que je vous en ai déjà parlé. Pour les noms composés qui désignent une fonction, une tasse à thé, une tasse qui sert pour le thé, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez ceci. Attendez, d'ailleurs, est-ce que je vous l'ai mis en... Alors, les deux passent en fait. Une tasse à thé et teacup, vous pourrez le trouver aussi comme ceci, séparé, ok? Donc, cup, c'est votre nom principal et tea, c'est ce qui va qualifier le nom principal. C'est-à-dire, c'est une tasse qui a pour fonction de quoi? De servir le thé, une tasse à thé, ok? Un chauffeur de taxi est taxi driver, ok? Une portière, une carte voiture est car door. Mais parfois, vous trouverez aussi... Et vous pouvez le dire, the door of a car. Donc ça, c'est la voiture, c'est la porte d'une voiture. Mais c'est exactement la même différence qu'entre une portière et la porte d'une voiture. La porte d'une voiture, c'est beaucoup plus général, c'est moins précis. Vous voyez, vous sentez la différence entre la porte d'une voiture. Bon, c'est vraiment générique. Et une portière, là, on est vraiment dans, ah, ok. Ce qui a pour fonction de permettre de rentrer et de sortir d'une voiture. Alors, c'est subtil et assez fin donc comme différence, mais c'est la différence entre car door et the car of a door. Vous pouvez dire the driver of a taxi, le chauffeur d'un taxi, mais de manière générale, vous désignez voilà le chauffeur d'un taxi. Mais quand vous parlez de quelqu'un dont c'est le métier, donc ici fonction, c'est pas très beau, mais je parlais de fonction pour un objet. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce sera tout de suite taxi driver. Et school teacher, vous pourrez dire the teacher of a school. Ok, le prof d'une école. Ah d'accord, n'importe quel prof d'une école. Mais si vous voulez parler du métier, ça sera a school teacher. Ok? Donc, si vous avez des questions, des commentaires, chers amis, comme d'habitude, vous mettez ceci juste en bas. Et vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette fabulous YouTube channel en cliquant sur le bouton rouge juste ici. Passons maintenant aux pronoms. Alors, pour ceux qui n'aiment pas la grammaire, je tiens à vous rassurer. C'est tout simple. Vous avez deux types de pronoms. Les pronoms sujets, donc ils font l'action ou ils subissent l'action. Ok? Mais c'est eux qui déterminent le verbe. Ok? Je suis ici. Nous sommes partis tôt. We left early. Vous les connaissez, c'est I, you, he, she, it. We, they. OK? Et après, vous avez les pronoms objets, donc qui sont en complément. Vous vous souvenez? Sujet, verbe, complément, point, voire même point d'interrogation. Pourquoi pas? Donc là, c'est me, you, him, her, it, us, them. OK? So, I will meet you. Je te rencontrerai. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le you n'a pas changé. Et là aussi, le fait qu'il change comme ceci, c'est aussi un héritage de l'ancien système des déclinaisons. Et que vous retrouvez en allemand, que vous retrouvez en russe, etc. OK? So, I will meet you. Donc, ça ne change pas, mais je la rencontrerai. Elle, I will meet her. Mais faites attention parce que her, c'est aussi votre pronom possessif pour dire sa voiture, si c'est la voiture d'une femme. Mais pourtant, c'est bien différent comme prononciation. Je la rencontrerai, donc elle, c'est her, et là, c'est ça en français, sa voiture. OK? Mais attention, si c'est her dog, en français, on accorde en jar, on accorde avec chien, ça sera son. Et pourtant, c'est masculin, mais la propriétaire, c'est toujours her, une femme. En anglais, ce sera toujours her. Her car, sa voiture. Her dog, son chien. Donc, méfiez-vous entre les comparaison n'est pas raison. OK? So, I will meet them on Wednesday. Je les retrouverai samedi. Let me talk to her. Laissez-moi lui parler. Let me talk to you. Alors, laisse-moi te parler. C'est un peu bizarre, mais vous voyez, c'est pour illustrer le fait que you
évidemment, ne change pas, que ce soit un objet ou un sujet. Donc, lorsque ces pronoms sujets, ils font l'action, alors lorsque ces pronoms font l'action, ce sont les pronoms sujets et vous les placez avant le verbe. Les pronoms objets, vous les placez après le verbe. Ça respecte exactement notre structure SVC. Sujet, verbe, complément. Ok? Donc ça, c'est vraiment simple et c'est vraiment la base de la base à retenir et ça va vous éviter beaucoup de fautes de placement et d'ordre des mots en anglais, notamment lorsque vous arrivez sur des phrases un peu plus complexes où par exemple vous avez 2 ou 3 adjectifs et vous ne savez pas comment les placer avant le nom. Ce qu'on va voir dans quelques instants. Ah bah tiens, ça tombe bien. Les adjectifs, chers amis, c'est magique. J'espère que vous avez apprécié la transition. Alors, vous les placez toujours avant le nom auquel ils se rapportent, contrairement au français, qui d'ailleurs fait varier la signification d'un adjectif en fonction de sa place. Regardez, un homme grand, donc on comprend grand par la taille. Un grand homme, on comprend que c'est un homme qui est grand par exemple, sa place dans l'histoire. Donc c'est propre, sens propre lorsqu'on dit un homme grand par la taille et sens figuré lorsqu'on le met avant, un grand homme. En anglais, ça marche pas comme ça. Vous mettez tout à gauche du nom. Pour faire vraiment simple, ok? Ils sont toujours avant le nom les adjectifs. A beautiful car, a beautiful person, une merveilleuse personne, une personne merveilleuse. Les deux marchent en français, en anglais c'est toujours à gauche. Évidemment, sauf si c'est un attribut, c'est-à-dire si l'adjectif est introduit par un verbe. The house is big, mais a big house, ok? A big house, a large house, une grande maison, une maison qui est grande, ok? Alors, lorsque vous avez plusieurs adjectifs, ça devient un peu compliqué pour le placement. Soit avec la pratique, vous allez l'acquérir sans même vous rendre compte. Soit, si vous voulez vraiment travailler ce point-là, je vous invite tout simplement à retenir SACOM. SACOM, ça vous permettra d'avoir l'ordre de la plupart des adjectifs avant un nom en anglais lorsque vous en avez plusieurs. Le S, c'est pour size. Le A, c'est pour age. Le C, c'est pour color. Le O, c'est pour origin. Et le M, c'est pour material. Donc, l'adjectif qui se met le plus à gauche, c'est la taille. Après, l'âge, la couleur, l'origine et de quoi il est fait le matériau. D'accord? Donc, par exemple, et là, je vous ai mis même un ordre un peu plus long, mais à ne pas retenir vraiment. Souvenez-vous de SACOM, cet acronyme, il est super simple. A beautiful brand new brown Indian leather bag. A beautiful brand new brown Indian leather bag. So, size. Donc, là, on n'a pas le size, pardon. On a le color, origin, material. Ok, donc là vous allez me dire, ok Adrien, ça me dit pas brand new si c'est age, pardon, et size. Non, bah j'ai pas la taille, donc ce serait a beautiful big brand new. Ok, donc on aurait pu mettre big, for example. Et quand vous avez quelque chose qui détermine sa qualité, le jugement, d'accord, c'est vraiment une opinion. Vous le mettez tout à gauche ici comme beautiful. Ok. Quantité, jugement. Vous pouvez retenir opinion. D'accord? Voilà. Donc, too big, beautiful. OK? So, too beautiful, big, sorry. Vous voyez, même moi, je me mélange parce qu'en fait, pourquoi? Parce que c'est assez rare, en fait, qu'on ait autant d'adjectifs avant le nom. So, too beautiful. Si on veut aller vraiment plus loin, donc quantité, jugement, taille, too beautiful, big, etc., etc. Brand new brown Indian leather bag. Mais retenez
Et ça vous réglera le problème de l'ordre des adjectifs, chers amis, avant le nom. Retenez ça comme dans 99% des cas. Size, age, color, origin, material. OK? Did I forget something? Size, age. Yeah. OK? Perfect. Oh, les adverbes. Donc, nous avons déjà vu les noms, pronoms, adjectifs. Maintenant, il nous reste verbe et adverbe. Donc, vous pouvez retenir quelque chose de très simple. L'adjectif qualifie le nom, l'adverbe qualifie le verbe. Sauf qu'un adverbe, il peut aussi qualifier un adjectif. Regardez. He is large. Il est costaud. Ça veut dire costaud. Large. Ça ne veut pas dire large. Okay? Il est costaud. Si je dis he is very large, very, c'est notre adverbe. Et il va augmenter large. Et il se trouvera donc avant l'adjectif. OK? Donc, vous pouvez les placer, ces adverbes, avant les adjectifs. OK? Si vous avez un groupe verbal en deux parties, par exemple, typiquement, si vous avez un temps composé, comme le present perfect, ou si vous avez un modal, comme ici, vous mettez votre adverbe entre la première partie du groupe verbal et la deuxième partie du groupe verbal. OK? Par exemple, he can never remember your name. Vous voyez, on l'a mis après le modal, mais avant la seconde partie du groupe verbal. Il n'arrive jamais à se souvenir de ton prénom. OK? Attention, lorsqu'il s'agit du verbe être, donc lorsqu'il s'agit de I am, is, are, was, were, donc ça marche aussi évidemment pour le passé. Qu'est-ce qui se passe? Vous le mettez après le verbe. Vous ne dites pas you always are late. Vous dites you are always late. Ça, c'est à retenir par cœur. Et ça marche de la même façon pour les questions. Mais après les questions, qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez après le sujet. OK? Why are they always late? Pourquoi sont-ils toujours en retard? Ça tombe bien, ça ressemble beaucoup au français. Donc, généralement, ça, c'est quelque chose que nous, francophones, nous maîtrisons bien, chers amis. OK? Donc, si le verbe est après, si vous avez un am pour l'adverbe, vous le mettez après, d'accord? Sauf dans les questions où il se met après le sujet. Je radote, mais c'est pour permettre de bien laisser infuser tout ceci. Il se peut que ça soit très clair pour vous dès la première occasion, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Chers amis, je pense que je n'ai rien oublié. Donc oui, votre adverbe, il va qualifier un verbe le plus souvent, mais aussi un adjectif comme je vous l'ai montré ici. Et il va apporter des informations, en fait, très largement, de manière, d'accord? Donc, comment ça se passe? Le comment, d'accord? Donc, où, quand, comment, d'accord? Où, quand, comment. Donc, typiquement, vous allez avoir des adverbes de lieu, des adverbes de temps, des adverbes de fréquence et des adverbes de manière. Donc, on va revenir sur tout ceci. Puisqu'il ne se place pas en fonction du type d'adverbe, et c'est là où ça devient, entre guillemets, un peu touchy, si je puis dire, il ne se place pas exactement au même endroit. Pour les adverbes de lieu, donc typiquement, here, ici, there, là-bas, behind, derrière, above, etc. Alors, je vous les ai pas tous traduits, je m'en excuse, j'aurais peut-être dû le faire, mais vous les placez après le verbe ou après l'objet direct. Donc, le complément qui est introduit par qui, quoi, ok? I didn't see qui, him, et là, vous mettez votre adverbe après là-bas, ok? Je ne l'ai pas vu là-bas. I didn't see him there. Vous pouvez pas dire there, I didn't see him. Ou alors, c'est vraiment très littéraire, c'est très stylisé, d'accord? Mais la phrase courante, ça sera I didn't see him there. Ça ne sera pas I didn't see there him. Non. Quand vous avez un objet direct, il se place derrière le verbe en anglais, directement. Et là, en l'occurrence, on retombe sur ce que je vous disais juste au début, si vous avez bien suivi pour les pronoms. Lorsque vous avez des pronoms objets, donc là, on parlait de him, vous les mettez après le verbe. Donc, vous voyez, en fait, vous n'avez pas besoin de tout retenir. Non seulement ça vient avec la pratique,
Mais vous n'avez pas besoin de tout retenir parce que si vous avez bien retenu en fait, par exemple pour les pronoms, eh ben vous réglez le souci de l'adverbe parce que naturellement vous n'allez pas le mettre en premier, vous n'allez pas le mettre après le sujet, c'est bizarre. Vous savez que maintenant votre pronom complément il se met juste derrière le verbe. Du coup, ben qu'est-ce qui reste à la fin de la phrase? I didn't see him there. Et en plus ça ressemble, c'est le même placement qu'en français, donc c'est assez facile. Donc ça, c'est les adverbes de lieu. Pour les adverbes de temps, donc par exemple, now, maintenant, yesterday, the day after tomorrow, après-demain, the day, peut-être que vous avez vu le film éponyme, the day, oh my goodness, ceci était une tentative de Y, the day after tomorrow. Oh my goodness, sorry guys, je vais y arriver. Le jour d'après, traduit par le jour d'après en fait, qui signifie the day after tomorrow, c'est après-demain, et the day after yesterday, c'est avant-hier. Ok? Comme ceci, the day after yesterday. So, the day before yesterday, sorry. Oh my goodness. The day before yesterday, c'était pour voir si vous suivez. Donc, je referme cette page vocabulaire pour vous dire simplement que ces adverbes de temps, vous les placez généralement aussi en fin de phrase ou alors en début de phrase vraiment pour insister. Tomorrow, I'll do that. I'll do that when tomorrow. Et de toute façon, regardez, vous avez votre sujet, vous avez votre groupe verbal et vous avez I'll do what, je ferai quoi, votre complément objet direct ici. Donc le seul endroit où vous pouvez mettre l'adverbe, c'est soit ici ou alors si vous voulez styliser, donc vraiment insister, ça c'est des formes plus littéraires, vous le mettez juste avant. Ok guys, donc on a vu les adverbes de lieu, les adverbes de temps, donc c'est vraiment du vocabulaire et des choses dont vous avez besoin pour faire des phrases qui sont au-delà du niveau débutant. Il faut donc savoir les mettre dans le bon ordre parce que c'est bien de connaître le vocabulaire, mais si vous ne savez pas le prononcer, si vous ne savez pas construire vos phrases, vous allez être coincé. Alors ceux qui reviennent très souvent sont les adverbes de fréquence. Often, often, vous pouvez choisir la prononciation qui vous plaît. Là, les deux fonctionnent très très bien. Often, often, il n'y a aucune différence. Elles sont anglais américain, anglais britannique. Sometimes, always, usually, habituellement, quelquefois, toujours, often, on a vu never avant. Donc ceci, vous les mettez avant le verbe s'il s'agit d'un temps simple. Ici, vous voyez, vous avez le présent simple, vous mettez avant le verbe. She often walks to work. Et si vous dites she walks to work often, ça passe, mais c'est beaucoup moins intuitif. Il faut mettre ces adverbes de fréquence avant le verbe. Et vous n'oubliez pas le S de la troisième personne du singulier, chers amis. Attention, pour les temps composés, par exemple, ou les groupes verbaux composés, vous avez par exemple un adverbe. Vous avez par exemple un modal, vous mettrez entre la première partie du groupe, donc ici votre modal, et ce qui suit derrière. He can never remember me. Ok? Il n'arrive jamais à se souvenir de moi. Appréciez la concision de l'anglais au passage. He can never remember me. Voyez, vous mettez votre adverbe entre la première partie du groupe verbal et la seconde, ou alors, pour reprendre cette phrase, she has never walked to work. Ok? Elle n'est jamais allée au travail à pied. She has never walked to work. Walk to work. Évidemment, c'est pas walk. On ne prononce pas le L ici. C'est exactement comme dans talk, to walk. Ok? She has never walked. Par contre, on fait bien le T. She has never walked to work et pas walked. Faites vraiment attention, ça change complètement le mot. À vous de répéter. She has et pas she has. Quand vous le faites très très vite,
vous verrez que souvent les anglophones, en fait, ils vont enlever le H ici pour aller vraiment vite. Mais nous, on le fait correctement. She has never walked to work. She has never walked to work. C'est bon? Encore une fois. She has never walked to work. Work. Exactement. Faut pas hésiter à faire ce son qui est puissant. Donc, vos adverbes de fréquence, vous les mettez avant le verbe. Si c'est un gros verbal composé, vous mettez entre la première et la seconde partie, chers amis. Passons maintenant à notre dernière catégorie d'adverbes. Après les adverbes de fréquence, après les adverbes de temps, les adverbes de lieu, nous avons les adverbes de manière. Donc, les adverbes, c'est pour où, quand, comment. Comment peut-être slowly. Could you please repeat slowly? Vous pouvez le mettre à la fin de la phrase. OK? Carefully, happily. Donc, avec joie, avec soin, avec prudence en fait. Carefully. Avec prudence, donc prudemment. Avec lenteur, donc doucement. Avec joie, sinon heureusement ça ne marche pas, donc avec joie. Il se place avant ou le verbe selon ce qu'on veut modifier. Donc, regardez. Si je veux dire, il a perçu le sens de la vie de manière claire. Donc, c'est quoi qu'il a perçu de manière claire? C'est le sens de la vie. So, he saw clearly the meaning of life. Mais si je veux insister sur le fait que il a perçu, c'est évident qu'il a perçu, qu'il a compris de manière générale et qu'il a compris quoi? Là, ça sert juste à préciser le sens de la vie. Du coup, je mets juste avant le verbe. Donc là, c'est assez subtil, vous voyez. He clearly saw the meaning of life. Là, le clearly, il sert à préciser quoi? Voir. Il a vu clairement, ok? Et là, le clearly, il va préciser quoi? The meaning of life. Il a vu quoi en particulier? Il a vu clairement the meaning of life. OK? Mais ça, c'était pour une affirmation. Je vous ai dit qu'on peut le mettre à la fin de la phrase. Donc, vous allez me dire, mais là, Adrien, je vois pas d'exemple avec la fin de la phrase. Parce que tous ces adverbes, ça marche évidemment avec des questions aussi. So, pour un adverbe de manière, pour une question, vous le mettez à la fin. Could you please repeat slowly? Si vous dites, could you slowly repeat, please? Ça marche aussi, mais c'est moins intuitif. Vous voyez? On le mettra vraiment à la fin quand c'est une question pour vraiment caractériser tout ce que vous venez de dire avant. Je voudrais que vous répétiez, mais de cette manière-là. Est-ce que vous pourriez répéter doucement, s'il vous plaît? Même chose en français, on a mis doucement à la fin. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter doucement? OK? Ça, c'est pour les questions. Mais je voulais pas faire un cours de 23 heures, donc du coup, on s'en était arrêté aux affirmations, chers amis. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je sais que la vidéo est un petit peu longue, mais c'est vraiment important qu'on parle de ces bases qui sont l'ordre des mots en anglais pour adjectif, nom, pronom, verbe, adverbe. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez télécharger toutes les diapositives du cours en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Même chose, vous retrouverez en cliquant ici ou ici si vous êtes sur tablette ou sur mobile. Vous retrouvez le quiz d'application pour voir si vous avez bien tout compris et si donc vous savez vous en servir lorsque vous écrivez ou lorsque vous parlez en anglais. À très vite, chers amis, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, have a nice day.